Législative du 8 janvier 2023. Le débat. Mesdames et messieurs, bonjour. Le 8 janvier 2023, les Béninois se rendront aux urnes pour élire les 109 députés du Parlement, 9e législature. Pour ces élections, les 7 partis politiques en lice, présentement en campagne électorale sur l'ensemble du territoire béninois, pour dévoiler leur projet de législature et rallier à leur cause le plus grand nombre d'électeurs, confrontent dans un débat radio-télévisé leurs idées. Et nous y sommes. Pendant 90 minutes, chacune des formations politiques ici représentées se prononcera sur l'économie. Un thème qui, depuis longtemps, demeure le fil conducteur de grandes décisions qui engagent la vie et l'avenir de notre pays, le Bénin. Comment voit-il le Bénin sur le plan économique ? Quelle perspective pour asseoir une base économique solide et durable? C'est autour de ces questions que s'animera le débat. Et pour conduire ce débat, je suis avec Henri Ndassekou, journaliste à l'ORTB. Henri Ndassekou, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour ce débat, donc, nous avons 7 partis représentés sur ce plateau, les 7 partis qui sont en lice pour les législatives du 8 janvier 2023. Nous commençons par Jacques Ayadi, le représentant de Moël Bénin. Bonjour. Bonjour Henri, bonjour Christian, bonjour au peuple béninois. Alastair Alain Sator, représentant du Bloc républicain sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Henri, bonjour Christian, bonjour chers compatriotes. Le parti MPL est représenté sur ce plateau par Gafarou Haji. Bonjour. Bonjour Henri Ndassekou, bonjour Christian Adanidja, bonjour à nos compatriotes. Le parti Les Démocrates est également représenté à travers Arias Lera. Bonjour. Bonjour Henri, bonjour Christian, bonjour à nos chers téléspectateurs, bonjour au peuple béninois. Prosper Adoukonou représente ici le parti, la FCBE. Bonjour. Bonjour Henri, bonjour Christian, bonjour téléspectateurs. Brice Konou représente le parti UDBN, Bonjour. Bonjour Henri, bonjour Christian, bonjour chers débatteurs, bonjour au peuple béninois. Et enfin, l'UP Le Renouveau qui est représenté par David Wensa. Bonjour. Bonjour Henri, bonjour Christian, bonjour chers compatriotes. Voilà, ainsi présenté l'ensemble des débatteurs dans cette thématique liée donc à l'économie. Et nous allons commencer par la toute première question, une question qui s'adresse à tous les représentants de partis. Et nous allons commencer par le représentant du parti Bloc républicain, Alastair Alain Sator. L'économie béninoise a fait face à une série de chocs exogènes ces dernières années. On rappelle la fermeture des frontières avec le Nigeria, la pandémie du coronavirus, la guerre russo-ukrainienne. Et selon le gouvernement béninois, l'économie béninoise a été résiliente grâce aux efforts de tous les Béninois. Que vous inspire cette affirmation? Merci Christian. Je dois commencer par dire que c'est une affirmation qui m'inspire beaucoup de satisfaction. Ça ne vous a pas échappé que le Bénin, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, a fait face à une conjoncture internationale difficile, marquée notamment par la conjonction d'un certain nombre de facteurs que vous avez rappelés tantôt, la Covid-19, la guerre en Ukraine, et particulièrement des conditions aggravantes pour le Bénin, que sont la fermeture en temps des frontières du Nigeria et le déplacement massif des populations dans les pays situés au nord du Bénin en lien avec la menace djihadiste, ce qui, entre-temps, a causé un déficit céréalier important dans ces pays que le Bénin, malheureusement, doit pouvoir combler avec sa production locale. Alors, face donc à cette situation difficile, le gouvernement du Bénin n'est pas resté les bras croisés. Le gouvernement a apporté des réponses fortes, énergique et puis très volontariste, et notamment des réponses portées par des subventions par ici, le blocage ou le gel de la variation des prix par là,
Et globalement, notre économie s'en est très bien ressortie avec un taux de croissance à l'atterrissage en 2020, au cœur même de la crise de la Covid, à 3,8%, dans les conditions où la plupart des pays comparables ou bien comparateurs du Bénin se trouvent être en récession. Et c'est un exploit qu'il faut saluer, c'est ça la résilience, la capacité d'une économie à absorber le choc et à en ressortir. Et en 2021, nous sommes remontés à notre performance d'avant, c'est-à-dire 7% de taux de croissance, et cette année, nous nous inscrivons plus ou moins dans la même dynamique. Voilà la performance qui est importante de saluer et qui prouve effectivement que notre pays a construit sur ces dernières années une économie résiliente, capable de surmonter des chocs qui, justement, ont enfoncé beaucoup de pays dans la récession. La même question que nous vous adressons, Gafaro Radji, représentant du parti MPL. Que vous inspire l'affirmation des gouvernants selon laquelle l'économie béninoise a été résiliente face à ces différents chocs? Merci beaucoup. Il serait un peu déplacé de notre part de ne pas reconnaître les efforts fournis par le gouvernement béninois pour contrer un peu les chocs que nous avons eus, notamment les chocs liés à la Covid-19, et les chocs liés à la guerre en Ukraine et aussi la fermeture des frontières avec le Nigeria. Vous savez, l'État n'est pas producteur de la richesse. L'État offre les canaux, un environnement sain pour pouvoir permettre à ce que la richesse soit produite par des investissements privés. Et là-dessus, je salue aussi les efforts que le gouvernement a fait dans ce sens-là, en permettant à ce qu'il y ait des investissements massifs dans le secteur de l'industrialisation. Je vais prendre le cas, par exemple, de le Golo Djibé, par exemple, tout ce qui est fait là-bas. Il faut aussi reconnaître l'effort du gouvernement par rapport, pour contenir un peu la Covid à travers les appuis directs, les mesures pour geler ou conforter un peu les prix des denrées alimentaires. Tout ça a contribué à ce que nous puissions véritablement passer le cap. Et c'est ça justement la résilience d'une économie. Cependant, il est à souhaiter que, puisque l'État ne produit pas de la richesse vraiment, il est à souhaiter que les mesures entreprises subissent d'extension. Et quand nous parlons d'extension, c'est que vous allez observer que c'est dans la même période, pendant que le gouvernement fait des efforts, que les tâches ont été suffisamment créées encore. Voyez, c'est dans la même période que, pendant qu'on parle de la possibilité pour la population de survivre aux affres de la Covid et de la guerre russo-ukrainienne, que c'est dans la même période qu'on a constaté aussi qu'il y a eu de nouvelles tâches qui ont été créées. Et ça, ce n'est pas forcément pour aider les populations à s'en sortir. L'économie béninoise est dépendante du secteur agricole et du commerce formel et informel. En réalité, donc, si on devrait avoir il devrait y avoir des mesures, c'est faire de l'incitation à ce qu'il puisse y avoir de la production. D'accord, les productions qui ont été faites au Bénin, une mesure a permis à ce que ces productions soient bloquées, ne soient pas envoyées dans d'autres pays pour permettre aux populations de survivre. Mais il faut aussi déplorer que le gouvernement a fait preuve un peu de laxisme dans la gestion de la crise avec le Nigeria, puisqu'on ne peut pas avoir ce géant voisin à côté et alors souffrir des affres de la Covid ou des mesures ou de la guerre russe. Donc je pense que, en bref, c'est ce qui retient qu'on peut rapidement citer pour pouvoir dire. Mais je rappelle que vraiment des efforts suffisants ont été faits pour aider la population à passer le cap. Nous sommes à présent avec le parti Les Démocrates, représenté par Arias Leha, sur la même question. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je voudrais d'entrée de jeu saluer tout le peuple béninois pour les efforts consentis personnellement et individuellement, où qu'ils soient, par rapport à tout ce que nous avons vécu depuis 7 ans. Depuis 7 ans, il n'était pas possible pour nous d'être avec vous ici, de pouvoir opiner, de donner notre opinion. Aujourd'hui, c'est possible. Nous vous remercions pour l'avancée. Une lueur d'espoir commence par s'installer pour l'inclusion par rapport à ces élections aujourd'hui. D'entrée de jeu, je voudrais aussi faire noter une chose. Le gouvernement actuel n'est pas venu connaître une crise.
il y a eu une alternance normale qui a eu lieu et qui devait permettre à ce gouvernement d'avoir le temps de préparer tout ce qui peut arriver. Le choc est arrivé, on a parlé de Covid, on a dit, aujourd'hui j'entends que l'économie, elle est résiliente, d'autres disent même, osent dire que l'économie se porte bien. Je voudrais savoir une chose, la bonne santé économique d'un pays se repose sur un facteur majeur, c'est l'emploi. Et est-ce qu'il y a l'emploi aujourd'hui au Bénin? Je dis non. Puisqu'il n'y a pas l'emploi, on se permet de faire de la logomachie en disant qu'on est dans la résilience. Des peuples ont transcendé tout ça. On a vu d'autres pays, par rapport aux différentes crises qui viennent d'être évoquées par mes collègues ici présents. D'autres pays ont répondu favorablement, ont bien agi. Et les pays comme le Togo, le Sénégal, un peu partout, ont donné de la bonne réponse. Ici, on a pris tout le temps à dire on va faire ceci. Il y a eu de l'argent d'ailleurs pour la crise. N'oubliez pas que les bailleurs ont donné ce qu'il fallait donner pour nous accompagner. Qu'allons-nous faire de cela? Nous avons appris. Nous avons appris et c'est pas nous. Les rapports qu'on a laissés, qu'on nous a laissé savoir que les fonds Covid, par exemple, ont été gérés un peu dans ce que j'appelle un peu du dédale. Ce n'est pas bien quand c'est ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, quand c'est le président Patrick Talon qui est au pouvoir et qui est en train de nous faire savoir une certaine rupture qu'on n'a pas encore notée jusqu'à ce jour. Quand on parle de l'économie qui marche, et que je n'arrive pas à manger, je suis scandalisé, je suis hisséré. Quand on parle de l'économie et qu'on dit qu'on est dans la résilience, qu'on a réussi le choc qui nous est venu et que le prix de l'haricot revient à 800 francs, je me pose la question. Moi, j'ai eu la chance de payer dans ce pays, bien avant l'arrivée de ce système-là, de ce gouvernement-là, de payer l'haricot à 200 francs. Aujourd'hui, c'est à 800. Et un haricot de luxe que nous aimons tous manger lors des périodes des fêtes, le doiwé, communément, le doiwé que tout le monde connaît, que vous me permettez d'utiliser notre langue pour que tout le monde puisse savoir de quoi je parle, coûte aujourd'hui 4 000 francs. Je ne peux pas manger, mes parents ne peuvent pas manger, donc je dis reste à faire. Merci. Nous sommes avec vous, Jacques Ayadji, du parti Mouel Bénin. Merci, j'aurais dû vous répondre en une phrase. Mais ce que j'ai entendu avant moi m'amène à aller au-delà de la phrase. Sinon, vous parlez d'affirmation du gouvernement selon laquelle l'économie béninoise est restée résiliente. Ce n'est pas une affirmation du gouvernement, c'est un fait, c'est du factuel, c'est du pas, c'est ce que tout le monde a vu et c'est le point de vue des Béninoises et des Béninois honnêtes. Peut-être que les illusionnistes peuvent penser qu'on peut créer de l'emploi dans un pays sans créer la richesse. L'emploi est généré par la richesse. Il faut que le Bénin, notre pays, mette en place un système pour créer la richesse. Et c'est au bout de cette richesse qu'on peut espérer avoir de l'emploi. Ceux qui font des incantations pour dire qu'il n'y a pas d'emploi, alors qu'ils ne réfléchissent pas pour savoir ce que notre pays va faire pour créer la richesse, ils sont à côté de la plaque. Ce que le gouvernement de la rupture est en train de faire, c'est de mettre en place le socle de la création de la richesse par la mise en place des infrastructures de base. Vous savez que lorsque vous ne produisez pas ce que vous consommez, et que vous ne consommez pas ce que vous produisez, vous ne pouvez pas créer de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, il faut penser à l'industrialisation. Et cette industrialisation n'est pas possible sans la mise en place des infrastructures de base. Et si vous observez bien le gouvernement du président Patrick Talon, c'est ce qui se fait depuis 2016. Nous sommes en train de gagner le combat de l'énergie, un combat sans lequel on ne peut jamais industrialiser notre pays. Nous sommes en train de gagner le combat de la mise en place des infrastructures de base. Donc, la création de l'emploi est en marche, mais méthodiquement, parce que ça ne peut arriver qu'à la suite donc, de la création de la richesse. Je voudrais vous remercier pour cette première question. À l'UDBN, nous sommes avec Brice Poum. Votre réponse. Merci Christian. Merci au peuple béninois qui a su toujours prendre les chocs du côté positif. Nous sommes sur ce plateau pour la plupart des universitaires, mais je préfère
parler un français très dilué parce que je parle au peuple béninois, qui n'a pas un niveau très élevé. La question dont il s'agit est que le Bénin, depuis quelques années, a été confronté à des situations. Le peuple béninois, vous avez tous vu, au moment où les frontières du Nigeria ont été fermées, ce que le peuple a vécu. Vous avez vécu avec nous la pandémie de Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. Toutes ces situations ont eu des facteurs assez éprouvants sur l'économie béninoise. Mais le peuple a su s'adapter. Le peuple a su s'adapter parce que le gouvernement a pris des mesures. Le gouvernement a pris de très belles mesures pour accompagner le peuple, pour gérer cette situation. Il est vrai, tout n'est pas bien. Nous en avons souffert et nous continuons d'en souffrir. Mais me dire par exemple que le haricot était à 200 francs et est passé à 800 francs, cher peuple, vous êtes là, vous êtes dans le marché, vous comprenez. Nous ne sommes pas là pour dire des choses qui n'arrangent pas le peuple. Nous sommes là pour dire la vérité. Et c'est dans ce schéma que l'UDBN, notre parti, s'inscrit totalement. Notre parti a décidé de révéler la vérité au peuple béninois. Le gouvernement a fait des efforts et qu'il faut saluer. Il y a eu des exonérations. Le fonds de Covid a été distribué aux artisans. J'en ai eu des preuves. Il y a plein de trucs que le gouvernement a fait et moi je salue. Il est vrai qu'il reste à faire. C'est dans ce schéma que nous nous inscrivons pour participer à cette mandature, à la 9e législature, afin que les choses se fassent de la meilleure façon avec le peuple et pour le peuple. Merci. Merci. Nous tournons vers la force Cori pour un Bénin émergent. Avec vous, M. Prosper Adoukonou, quelle est votre réponse à cette question? Merci beaucoup, M. Christian. Je vais commencer par le modèle économique dont vous avez parlé au début. Vous aviez posé la question de savoir quel modèle économique qu'il faut pour le Bénin. Je crois que la question devrait commencer par là. En attendant, maintenant, on part du oui, maintenant. Il faut dire que depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, le Bénin a connu fondamentalement deux modèles économiques. Le modèle libéraliste et le modèle socialiste. Le modèle de libéralisme économique avant la Révolution et le modèle libéralisme après la Révolution. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore se demander quel modèle économique pour le Bénin? Ce n'est pas possible après 50 ans d'indépendance. J'ai entendu dire que le gouvernement a pris beaucoup de mesures pour contrer le Covid, pour contrer ceci et cela. Je pense que pour une économie résiliente, il faut aller dans le panier de la ménagère. Qu'est-ce qui est dans le panier de la ménagère aujourd'hui, après tout ce que nous avons vécu? C'est vrai, le gouvernement a tenté de faire des efforts, mais est-ce que ces efforts-là sont suffisants? Je crois que non. Aujourd'hui, la misère a gagné du terrain. Et pour juger, pour qualifier une économie de résiliente, il faut que la misère recule dans le pays. Malgré tous les chocs que l'économie subit, la misère devrait reculer. Mais aujourd'hui, la misère n'a pas reculé. Non seulement la misère n'a pas reculé, mais beaucoup de Béninois ne mangent plus les 3 repas par jour. Et ça, je crois que nos amis ne vont pas me démentir. Donc, en gros, il faut dire que notre économie se cherche encore, ce qui ne devrait pas être le cas après 50 ans d'indépendance. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il faut que le gouvernement fasse beaucoup d'efforts pour dire que l'économie béninoise reste résiliente là. Il faut encore beaucoup d'efforts de la part du gouvernement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour cette première question, nous allons vous écouter David Ouinsa, représentant de l'Union progressiste Le Renouveau. Merci Christian. Et il faut appeler un chat un chat. L'économie béninoise a été bien résiliente face au choc qu'elle a subi. Parce que nous parlons de l'économie. Et les performances sont là pour le prouver. Donc, satisfaction totale. Mais ce que cela m'inspire dans notre perspective de parlementaire, c'est que la 8e législature a accompagné le gouvernement dans ce processus.
J'en veux pour deux preuves. La première, les lois de finances qui ont été votées de 2019 à 2022 ont connu un accroissement progressif. Par exemple, la loi de finances de 2021 et celle de 2022, il y a eu un accroissement de 8,7% pour le budget. Ça veut dire que pendant cette période, les parlementaires ont compris la pertinence des mesures proposées par le gouvernement pour lui donner les moyens pour pouvoir assurer donc les mesures qu'il faut pour alléger la situation donc des couches vulnérables qui sont victimes de ces chocs. Il y a eu également en 2020 et en 2021, en octobre, respectivement, et le vote de la loi des finances rectificatives qui a permis en 2020, par exemple, de remanier le budget pour accorder plus de ressources pour la lutte contre la pandémie de Covid. En 2021, en octobre, il y a eu également une loi rectificative de budget qui a permis d'avoir un accroissement d'environ 21% par rapport à la loi initiale. Ça veut dire que les parlementaires ont accompagné le gouvernement. Et je dis, lorsque nous sommes dans une situation de crise comme celle-là, lorsque les mesures proposées sont pertinentes, il est important que le Parlement, dans son rôle de vote de loi et de contrôle de l'action gouvernementale, accompagne le gouvernement. Voilà ce que je dis. Alors, chers invités, la deuxième question est un peu liée à la première. On est tous d'accord qu'il y a une inflation qui règne dans le pays. Est-ce que si vos représentants se retrouvent au Parlement, est-ce que depuis là-bas, ils vont initier éventuellement une proposition de loi pour aider le gouvernement justement à réguler ou juguler cette inflation? Alastair Alessator du Bloc républicain. Merci. Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur 2 ou 3 affirmations que nous avons entendues et que l'on entend souvent dans l'opinion. C'est l'occasion de déconstruire un peu ces préjugés-là. J'ai entendu dire que les impôts sont très élevés au Bénin. Je voudrais faire comprendre à mes co-débatteurs que le Bénin, aujourd'hui, reste le pays le moins fiscalisé de notre zone. Le taux de fiscalisation tourne autour de 10-11%, alors que la norme communautaire exige d'atteindre 20%. J'ai entendu dire que la misère grandit au Bénin. Je ne sais pas l'indicateur à partir duquel les amis l'affirment, mais l'indicateur caractéristique basique qui nous permet d'apprécier le degré de présence de la misère qu'est l'incidence de la pauvreté indique que la pauvreté au Bénin a baissé de 43%, c'est-à-dire que 43% du taux de pauvreté à 38,5%. Et d'après les estimations de la Banque mondiale, ce taux justement continue sa tendance baissière et pourrait donc atterrir autour de 38%. C'est important de déconstruire ces préjugés afin que nos affirmations reposent sur des faits, reposent sur des données, reposent sur des indicateurs. Sur votre question, je voudrais dire que les mesures prises par le gouvernement pour contenir les effets socio-économiques de la conjoncture difficile que nous avons traversée s'inspirent pour la plupart du cadre législatif en vigueur au Bénin, notamment la loi sur la concurrence, dont les dispositions permettaient au gouvernement de geler ou de bloquer la variation à la hausse d'un certain nombre de prix. Nous avons assisté ici à un certain nombre de conseils des ministres où des prix des produits de grande consommation ont été gelés, pas arrêtés, pris par le Conseil des ministres. C'est dire que le gouvernement, à partir de ce cadre législatif, a montré de la détermination à combattre ou à arrêter la cherté de la vie. Mais nous estimons au niveau du Bloc républicain que le gouvernement pourrait être plus efficace si nous élargissons son espace d'instruments de politique. Et c'est pour cela justement que nous pensons qu'un certain nombre de prix qui pèsent dans le panier de la ménagère, qui obère ou qui peut détériorer le pouvoir d'achat des consommateurs, se trouve aujourd'hui non encadré, se trouve aujourd'hui échappant donc au giron ou au contrôle que l'État peut exercer sur les prix, comme il a fait pour les produits de grande consommation. Par exemple, les loyers, les prix de transport, les droits de scolarité des enfants. Voilà autant d'autres prix qui aujourd'hui échappent
à un certain nombre, au cadre législatif en vigueur, et nous estimons qu'une fois au Parlement, il serait important ou nécessaire que le Parlement accompagne le gouvernement en élargissant sa palette justement d'instruments d'action. Mais je voudrais dire pour finir que nous appartenons à un cadre communautaire, et dans ce cadre communautaire qui est doté d'un pacte de solidarité, de stabilité et de croissance, seule l'autorité monétaire est justement l'institution qui s'occupe du ciblage de l'inflation en dernier ressort, c'est-à-dire la BCEAO. Donc dans notre espace, il revient à la BCEAO en dernier ressort de cibler l'inflation et de la contenir à partir d'un certain nombre d'éléments de politique monétaire. Et ce que je viens de citer permettra au gouvernement, notamment les lois que nous allons initier pour renforcer l'emprise du gouvernement en situation de crise sur justement un certain nombre de prix qui aujourd'hui échappent au contrôle du gouvernement, permettrait au gouvernement d'accompagner et d'atténuer tout ce que nous avons connu comme cherté de la vie. Gafarou Hadji du MPL, votre réaction par rapport à la même question? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, bondir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure de mon débatteur. J'ai entendu tellement de chiffres, des estimations, j'ai l'impression que nous ne sommes pas dans le même pays. D'accord, le Bénin appartient dans un cadre communautaire avec des normes, tout ce qui va avec, mais c'est dans ce même cadre communautaire que des pays opèrent des mesures qui permettent à leur population de se sentir à l'aise dans le pays. Alors, vous savez, en matière d'économie, il n'y a pas de magie. Vous semez les graines, vous les arrosez et que ça germe, et puis tout le monde en bénéficie. Donc, je pense que faire des lois, par exemple, pour contrôler, pour agir sur les prix n'est pas la solution. Il faut la production de la richesse. Et tout à l'heure, un des débatteurs ici disait que la résilience de l'économie, ou une bonne économie, est l'économie qui donne du travail. Et comment voulez-vous donner du travail au peuple béninois sans mettre en place des mécanismes qui permettent à ce que nous produisions de la richesse? Tout à l'heure, quand je parlais de Gros Dibé, je disais que c'est une bonne chose. Sans l'industrialisation, nous ne pouvons pas atteindre le quota d'emploi qu'il faut créer pour permettre aux populations de vivre décemment. Alors, mais quand vous allez à Gros Dibé, dont j'ai parlé tout à l'heure, combien sont les opérateurs économiques nationaux qui sont représentés là-bas? Lors de la collecte des données, dans le cadre de la rédaction de notre projet de législature, nous avons questionné certains hommes d'affaires béninois qui ont dit qu'ils ne sont pas sollicités, consultés sur les problèmes, les dossiers majeurs ou les projets majeurs du pays. Et évidemment, quand vous allez à Gros Dibé, vous n'aurez pas le nombre que vous voyez là-bas qui représente les opérateurs économiques béninois est faible. Alors, on préfère alors, dans les raisonnements, on a ouï dire que le gouvernement ne voudrait pas avoir d'éléphants blancs dans le pays. C'est pourquoi il préfère travailler avec des hommes d'affaires étrangers. Mais je pense que ce qu'il faut faire fondamentalement, il faut alors trouver un mécanisme pour permettre à ce que les hommes d'affaires béninois soient protégés. Je voudrais, pour répondre à votre question, dire que l'initiative économique ou financière est exclusivement réservée au gouvernement. C'est le gouvernement qui définit la politique économique et bien entendu, le député, le parlementaire que nous sommes, mettra son œil pour pouvoir contrôler un peu ce que le gouvernement fait. Il ne saurait donc exister de loi de finances qui permettra, émanant du gouvernement, du Parlement ou d'un député ou même d'une commission des lois pour pouvoir, de l'Assemblée nationale, pour pouvoir contenir ce qu'il faut faire dans le cadre de la régulation du marché. Cependant, nous pouvons nous assurer que tout ce que le gouvernement met en place va dans l'intérêt majeur de la population. Et ça, c'est ce que nous pensons faire une fois au Parlement. Prendre des mesures qui protègent les nationaux, qui protègent les hommes d'affaires béninois pour que même si on doit alors partager le marché avec d'autres personnes, qu'il y ait la possibilité que nous puissions faire une mutualisation des forces et ce faisant, les Béninois pourront véritablement apprendre, il y aura des transferts de compétences. Alors, je pense que notre économie, quand on parle de modèles, tout à l'heure j'ai entendu parler de modèles, les 3 modèles que nous avons déjà comme depuis 60. Aujourd'hui, je ne sais pas si le Bénin a encore un modèle fiable. Nous pensons qu'il faudra alors aider le gouvernement à mettre une économie innovante
Faites de diversité. Puisque tout à l'heure, quand je parlais, je disais que l'État ne peut pas produire de la richesse. Il faut permettre à ce que les hommes d'affaires produisent de la richesse. Et que nous parlons de la richesse, il faut que nous puissions avoir la possibilité de diversifier cette richesse-là. En allant peut-être, j'ai parlé de l'agriculture, du commerce, il faut alors multiplier les initiatives pour pouvoir permettre à ce que l'économie trouve réellement sa place et permettre à ce que les Béninois puissent se sentir à l'aise. Sinon, pour paraphraser un des champions des deux blocs qui ont fait le beau temps lors de la 8e législature, quand vous faites une photo de groupe, qu'est-ce que vous regardez premièrement? Vous regardez là où vous vous trouvez. Donc, alors je dois parler d'économie, je regarde ma poche. J'ai entendu ici que les Béninois ne mangent pas 2 fois, 3 fois par jour. Et je dis même celui qui parle de 3 fois, il est avancé. Hein, sinon, les Béninois mangent presque 1 fois aujourd'hui par jour. Et la seule fois dont on parle aussi, c'est du chemin de croix. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas parler de ce que nous sommes heureux et que c'est en respectant les normes communautaires que nous matérialisons notre peuple béninois comme ça. Je ne suis pas d'accord. Je vais m'en arrêter là, Nathalie. Arias Lera, représentant du parti Les Démocrates, votre réaction? Une fois encore, merci, monsieur le journaliste. Vraiment, c'est difficile. Je comprends l'exercice difficile des uns et des autres. Parce qu'on pense autrement dans un palais que dans une chaumière. Oui, quand on arrive par la force des choses et souvent par le mécanisme, l'audace de la honte à s'effrayer un petit chemin aujourd'hui, on estime que les autres, c'est que leur malheur, c'est dû à leur sort. Je comprends ceux qui parlent d'incantation. Je comprends ceux qui parlent d'illusion. Je comprends ceux qui nous disent aujourd'hui qu'ils sont en train de poser les bases. Je dis bien les bases d'un développement ou qui sont en train de poser les bases pour nous enrichir. Malheureusement, on a aussi parlé de modèle économique. Nous ne sommes plus dans un modèle économique, nous sommes dans le monopolisme. Nous sommes dans le modèle économique appartenant à une seule personne. Nous travaillons pour une seule personne désormais, puisque la collecte nationale se fait par les entreprises. De qui vous savez, bien sûr, le chef de l'État. Vous savez, vous comme moi, savons que l'économie béninoise se repose en matière agricole sur le coton de la production. Je dis bien depuis la production, c'est-à-dire distribution, mise à disposition de l'engrais, où le marché, tout le monde sait que c'est un marché juteux, où l'offre, pour avoir ça, il ne faut plus maintenant, tous ceux qui étaient dans ce secteur sont partis. On les a tous foutus dehors et on essaie quand est-ce que le marché d'appel d'offres est fait, et de cette production jusqu'à se retrouver à ce fameux endroit où on dit désormais Glodjigbe, où on va régler le problème des Béninois à Glodjigbe. Je suis désolé, je suis scandalisé. C'est triste ce qui nous arrive. Et il faut avoir l'audace de le dire. C'est pour ça que nous pensons que la prochaine législature sera une législature de réponse aux difficultés du peuple béninois, de réponse à la faim. Nous allons faire savoir au gouvernement, nous allons d'abord restaurer l'image du Parlement. Nous allons restaurer l'image du Parlement et la dignité de cette institution, parce que vous n'êtes pas sans savoir, dans un passé récent, vous êtes une entité de la République avec un pouvoir donné. Vous décidez vous-même d'aller remettre ce pouvoir à celui qui a tellement de pouvoir pour lui dire, désormais, quand tu voudras faire les prêts, ne me consulte pas, va faire ce que tu veux, dépense comme bon te semble, et si après 3 mois, tu sens le besoin, écris-moi pour... Nous sommes dans quel pays? Nous ne sommes plus dans une république, nous sommes dans la pensée unique. Le chef a parlé, il en est décidé. Il en est ainsi décidé, c'est pour ça que nous allons au Parlement, c'est pour ça que nous avons décidé de compétir. Et ce jour-là, le 8, je vous dis bien, le 8 janvier, nous allons donner un coup de botte terrible pour restaurer l'image. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, quoi. Moi j'ai suivi, et comme tous les Béninois ont suivi sur les réseaux sociaux, à un moment donné, des pays voisins se moquaient de nous. Vous dites au Bénin, regardez, il n'y a plus rien, on peut tout faire, on peut retirer le droit de grève, on a même précarisé l'emploi. C'est-à-dire, l'emploi n'existait pas. Le peu qui existe, vous l'avez précarisé. Et c'est le seul facteur majeur, je continue de le dire, à moins qu'un docteur nous invente quelque chose, puisque les docteurs au Bénin ont appris désormais à réinventer les choses dans la démesure, où ils nous disent ce qui est juste. Tout le monde voit clair. Dans mon village le plus reculé, dans le village le plus reculé du Bénin, où tout le monde voit, eux, ils arrivent quand même à la face du monde à dire, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, et c'est l'audace de la honte. Puisque nous sommes à cette terre-là, Dieu merci, il y a encore l'herbe verte.
il y a l'espérance. Nous sommes là pour ça et nous nous battons au prix que vous connaissez, au prix de l'ouverture de la prison de tous les jours, au prix de la peur, de cette peur. Et aujourd'hui, quand vous dites même que vous êtes démocrate chez vos parents, vous voulez aller faire quelque chose, ils vous disent « Ah, fais attention, tu sais comment ça se passe ». C'est ça le modèle qu'on veut nous vendre. Ça ne sera pas vendu tout le temps. Il y a encore des gens capables de dire oui quand il faut le dire et dire non quand il faut le dire. Je vous remercie. Prosper Adoukounou, représentant du parti FCBE, si vous arrivez à envoyer des députés à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils feront quelque chose pour aider le gouvernement à juguler l'inflation? Merci beaucoup. Je pense que pour parler d'inflation, il faut connaître d'abord les causes. Quelles sont les causes de cette inflation? Nous avons dit tout à l'heure que l'économie béninoise repose sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, comment se porte l'agriculture du Bénin? L'agriculture au Bénin se porte comment? La monoculture du coton, ça ne rapporte pas grand-chose à l'État. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un monopole pratiquement. Et quand l'économie se trouve entre les mains d'un groupuscule d'individus, je pense qu'on ne peut pas parler de modèle économique. Si nous voulons faire le libéralisme économique, il faut ouvrir l'économie à tous ceux qui veulent participer à la richesse de ce pays. Je crois que nous ne sommes plus dans un modèle vraiment universel. Quand c'est quelques individus qui ont les principaux secteurs de l'économie en main, ce n'est pas possible. Vous parlez de l'inflation. Qu'est-ce qui crée l'inflation en fait? C'est lorsque l'offre est inférieure à la demande. Quand beaucoup de gens demandent quelque chose et qu'il y a une petite offre, le prix augmente. On parle de la guerre en Ukraine. Si cette guerre influence l'économie béninoise, c'est à cause de quoi? C'est parce que nous importons des céréales, l'Afrique en général, importe des céréales de l'Ukraine. Comment se fait-il qu'après 50 ans d'indépendance, nous ne pouvons pas être autosuffisants alimentairement? Ce n'est pas possible. Donc, l'inflation a une cause, et la cause, c'est, il faut imputer cette cause-là à la gestion de l'économie béninoise. L'économie béninoise, c'est une économie monopoliste, c'est-à-dire un groupuscule d'individus possède les grands secteurs de l'économie. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas créer l'emploi. C'est lorsqu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui investissent que les emplois se créent. Mais quand on confine l'économie entre les mains d'une poignée d'individus, l'économie ne peut pas marcher. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la misère augmente, mais quelqu'un a dit que c'est faux. Mais nous sommes parmi la population. Nous savons ce qui se passe. Et eux-mêmes, ils savent ce qui se passe. Le Béninois ne peut plus manger à sa faim. La plupart des Béninois ne peuvent plus manger à leur faim. Et ça, il faut le dire ouvertement. Le gouvernement doit prendre les mesures pour que l'économie marche, pour que les emplois se créent, pour que le Béninois puisse manger à sa faim. Je vous remercie. Jacques Ayadi, représentant de Moël Bénin sur ce plateau, si vos députés étaient élus et envoyés au Parlement, qu'est-ce qu'ils pourraient faire depuis là-bas pour aider le gouvernement par rapport à cette inflation? D'abord, pour ces élections-là, nous avons sorti, je crois que nous sommes les seuls, pour l'instant parmi les 7, à remettre entre les mains des électeurs un instrument pour nous juger. L'offre de législature de Moël Bénin. Je voudrais bien que le peuple le regarde correctement, puisque la semaine qui va commencer, il y aura une distribution massive de cette offre au peuple béninois pour leur permettre d'avoir, au-delà des discours, un document dans lequel sont consignées les propositions de Moël Bénin. Ce n'est pas par des lois que nous allons régler le problème de l'inflation. Vous savez que dans ce document, Moël Bénin prône le patriotisme économique qui consiste à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons. Pour faire quoi? Pour mettre la jeunesse au travail. Donc créer l'emploi dont parle
les amis d'à côté, si nous ne rentrons pas dans un processus de production et de consommation de ce que nous faisons de nos mains, nous ne pouvons pas créer cette richesse-là. Donc, on prend le patriotisme économique pour mettre la jeunesse au travail et en deuxième, pour enrichir notre pays, pour lui permettre d'autofinancer son développement. Lorsque j'entends des choses, je sais qu'à l'université ou à l'école, on a appris à répondre aux questions posées, mais en politique, on répond à la question qu'on veut. Je n'ai pas l'impression que vous nous avez demandé si notre économie, l'économie béninoise, se rechercherait ou pas. Vous avez demandé si notre économie, au niveau où elle était, à l'occurrence des différentes crises, est-ce qu'elle a pu être résiliente? Lorsque, pour répondre à cette question, on dit que notre économie se cherche, oui, moi, Bénin est d'accord également que l'économie béninoise se cherche. C'est pourquoi nous avons fait cette proposition de patriotisme économique. Donc, je dis bien que ce n'est pas par les lois. C'est vrai que les lois vont, comment on appelle, vont contribuer. Je remercie mon ami de MPL qui parle de la bourgeoisie nationale. Vous savez que dans cette offre, nous avons bien dit que pour les grands projets, les grands marchés du pays, il faut, même si au début, aujourd'hui, nous n'avons pas la compétence, la technologie sur place, il faut faire en sorte que la bourgeoisie locale soit associée au moins à hauteur de 35% à tous les grands projets du Bénin. Si on fait ça, on va commencer progressivement à créer de la richesse au niveau local et à faire ce que nous appelons le transfert de technologies pour qu'à terme, que le Bénin lui-même puisse faire face à ces difficultés-là. Mais lorsque les gens pensent que dès maintenant, il faut tout confier, comme on appelle aux investisseurs béninois, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. C'est une démarche progressive qui peut nous permettre d'aller à ce niveau-là. J'ai entendu que, bon, voilà, pour faire un prêt, on dit on fait d'abord et après on justifie. Je pense que c'est plus vrai, c'est plus véridique de chercher à légaliser ce qui se faisait. Je sais, dans une ancienne vie, dans ce pays, où un certain président de la République, aujourd'hui président d'honneur d'un parti politique que nous connaissons tous, arrivait, lorsque les accords de prêt sont rejetés à l'Assemblée nationale, arrivait d'autorité à prendre une ordonnance pour mettre, comment on appelle, en œuvre ces accords de prêt. Entre celui qui fait ça, qui brave l'autorité du Parlement et agit comme il le souhaite en termes de ratification d'accords de prêt, et celui qui dit, voilà, moi je fais d'abord ce que... Parce que il faut rentrer dans le fauteuil présidentiel pour voir les difficultés. Peut-être que celui qui a fait ça à un moment donné avait un certain nombre de difficultés, avait des objectifs à atteindre et se sentait un peu bloqué. Un autre qui dit, bon, moi je fais d'abord, mais en 90 jours, je reviens devant vous pour que vous puissiez me dire si il y a quelque chose qu'on peut rattraper. Je pense que c'est plus vrai, c'est plus logique. Il ne faudrait pas que les gens surfent sur l'amnésie collective du peuple béninois pour tenter de faire passer les choses, de surfer sur la misère des populations pour dire ce qui n'est pas. On ne peut pas créer de l'emploi sans créer de la richesse. Donc, ces partis politiques qui ne s'occupent pas et ne se préoccupent pas des causes et seulement surfent sur les effets pour faire des incantations, c'est des partis qui n'ont pas droit de citer. Le peuple béninois n'a pas intérêt à suivre ces partis-là. Le peuple béninois a intérêt à suivre les partis de vérité. Et le seul parti de vérité aujourd'hui au Bénin, c'est le parti Moi le Bénin, qui, dans la vérité, a déposé entre les mains des électeurs une offre de législature concrète. J'aurais aimé que les autres partis aussi brandissent leur offre de législature et on verra bien qui veut se laisser juger à la fin de la législature, la 9e, par le peuple béninois. Je vous remercie. Brice Ponou, représentant de l'UDBN sur ce débat, toujours par rapport à la question de juguler l'inflation depuis le Parlement. Chère population béninoise, c'est à vous que je m'adresse. Une fois encore, je dis,
je ne parlerai pas un français universitaire. Je parlerai en termes terre à terre pour que chacun puisse comprendre. Ce qui se passe aujourd'hui sur ce plateau que vous voyez est tellement grave et qu'il faut que le peuple béninois en prenne conscience. Si l'on ne vous dit pas la vérité, vous avez au moins un esprit pour analyser, pour critiquer. Quand les gens prennent le feu, et quand vous comprenez tel qu'ils parlent, vous allez comprendre qu'ils veulent mettre le feu. À part qu'ils ont souligné que vous avez faim, que vous mangez un repas par jour et qu'ils aient le feu en main, vous allez comprendre qu'il y a danger. Vous ne méritez pas le feu. Vous méritez plutôt le maïs nourricier. L'heure à laquelle nous sommes, le peuple doit trancher et décider quelque chose de très sûr pour son avenir. J'aurais bien souhaité qu'au lendemain du 8 janvier, que tous ces partis ici présents soient représentés à l'Assemblée. Et dans 3 ans, en 2026, vous allez faire le bilan. Pour juguler l'inflation, est-ce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est lancer des flèches? Non, je ne pense pas. C'est de faire des propositions et c'est dans cette logique que l'UDBN s'inscrit totalement en disant que nous allons légiférer autrement. Nous allons légiférer autrement en amenant le gouvernement, en faisant des propositions de loi pour encadrer les investissements au Bénin, pour amener les investisseurs qui viennent investir au Bénin à employer les Béninois, à employer la main-d'œuvre locale au moins à 80%, pour permettre aux uns aux autres d'avoir de quoi manger. Mais surtout amener le gouvernement à mettre une politique de formation technique et professionnelle en œuvre. Parce qu'il faut dire, le Béninois n'est pas formé pour l'emploi actuel, malheureusement. Il faut qu'on adapte l'emploi. Il faut qu'on adapte, la formation à l'emploi. C'est une chose très importante et l'UDBN s'inscrit plutôt dans ça. Parce que c'est le parti des femmes et des jeunes. Nous avons dit qu'il faudrait que nous amenions le gouvernement à comprendre qu'il faut forcément travailler sur l'éducation, sur la formation professionnelle des jeunes et cadrer cela en phase avec ce que nous avons comme différents emplois. Amener les investisseurs béninois à qu'on pas s'intéresser réellement aux choses du Bénin, mais cela ne se passera que par des lois pour les sécuriser. C'est très important et c'est dans cette logique que l'UDBN s'inscrit. Pour juguler l'inflation, il faut que le panier de la ménagère soit vraiment sécurisé. Et pour cela, il faut que l'UDBN amène le gouvernement à proposer des lois dans ce sens afin de cadrer le prix des denrées de première nécessité. Ce n'est que là que nous pouvons être sûrs que nous allons manger sérieusement et à notre faim. Parce que chaque producteur, chaque commerçant fixe son prix comme il veut, mais il faut que le gouvernement puisse sérieusement cadrer cela et cadrer le loyer, cadrer le transport. On a besoin d'organiser plusieurs secteurs et cela ne peut pas se passer qu'avec une bonne législature qui a compris le peuple, qui a compris les besoins du peuple. Je vais ajouter que le Bénin est un produit agricole, il faudrait forcément maintenant que le gouvernement s'intéresse à investir dans la mécanisation agricole, dans la transformation, dans l'industrialisation. Et surtout, voir les produits dont nous sommes dépendants vis-à-vis de l'extérieur et les promouvoir ici. Le blé peut se produire au Bénin. La pomme de terre peut se produire sérieusement au Bénin. Je suis agroéconomiste, je sais de quoi je parle. Donc, il y a plein de choses que nous pouvons faire. Il a fallu la guerre russo-ukrainienne pour qu'on comprenne qu'on peut produire le blé en Afrique. Or, le Burkina, ça fait des années que le Burkina produit le blé. Le Tchad produit le raisin pour le vin et fait même produit même le vin. Pourquoi on ne peut pas produire ça? Il faudrait quand même qu'on se prenne désormais au sérieux pour arrêter de dépendre de l'extérieur. Ce n'est que comme ça que nous pouvons vraiment juguler l'inflation. Merci, monsieur le journaliste. David Ouensa, représentant du parti UP Le Renouveau, votre intervention. Merci. Avant de revenir sur ce que le Parlement pourrait faire dans le cadre donc de pouvoir contrer l'inflation, je voudrais faire quelques précisions. En fait, l'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat de la masse monétaire qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix.
Il y a, au titre des facteurs qui engendrent, les facteurs structurels qui engendrent l'inflation, on peut citer 3. Il y a la politique monétaire des banques centrales, il y a le décalage entre l'offre et la demande, puis il y a l'augmentation des prix des facteurs de production. Et dans ces conditions, le gouvernement, qui dans son rôle, dispose d'au moins 4 mesures pour conjurer l'inflation. Dans un premier temps, il y a la politique monétaire des banques centrales qui pourrait donc viser à adapter la masse monétaire à un objectif faible d'inflation, mais pas taux nul. La deuxième mesure, c'est une mesure fiscale et budgétaire qui doit pouvoir adapter l'offre à la demande. Et la troisième mesure, c'est la mesure d'échange qui serait de nature à envisager un rééquilibrage de la balance des paiements. Puis en dernière analyse, il y a la mesure qui vise à contrôler et à réguler les prix des produits. Et ça, nous l'avons déjà vu dans un passé récent. Mais dans ces conditions, qu'est-ce que le Parlement peut faire? Le Parlement peut être amené, dans le cadre de l'adoption des lois de finances, à prendre des mesures pour réguler l'inflation. Le Parlement peut également, dans le cadre des lois rectificatives, et prendre des mesures, en accord bien sûr avec le gouvernement, pour réguler l'inflation. C'est ce que nous aimerions dire pour le moment, mais nous reviendrons plus tard sur un certain nombre de choses que nous entendons ici, sur lesquelles il faut vraiment faire des précisions, parce que nous parlons non seulement au peuple béninois, nous parlons au monde en tout entier. Donc, merci. Merci beaucoup, M. David Ouensa. Nous venons donc d'épuiser la deuxième question. Nous allons à présent passer à la troisième question. Et cette troisième question a rapport au budget général de l'État. Nous sommes au Parlement. Il arrive que les députés rejettent le projet de loi des finances et contraignent ainsi l'exécutif à gouverner par ordonnance. Chers représentants de partis, cette prérogative parlementaire vous agrée-t-elle malgré l'urgence de développement? Nous allons commencer par la toute première formation politique tirée au sort, le Bloc républicain, Alastair Alisator. Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, il me plaît de rappeler à mon ami Jacques Ayadi que le Bloc républicain, depuis le 19 novembre, à l'investiture de ses candidats ici au Palais des Congrès, a déjà communiqué sur son programme de législature que je tiens ici et qui actuellement est en cours de distribution aussi sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais aussi rappeler aux amis que lorsqu'on est en situation de crise, plus rien ne fonctionne normalement dans l'économie comme le prédisent les modèles traditionnels, les modèles classiques. Nous pouvons justement avoir, j'ai entendu ici dire que s'il y a inflation, c'est parce que l'offre est inférieure à la demande. Non. Le Bénin, je voudrais rappeler, sur ces 2 dernières années, était le 2e pays producteur de céréales dans notre espace, avec un excédent céréalier important. Mais nous avons enregistré les situations, nous avons connu les situations que nous avons connues. En situation de choc, l'économie est bouleversée, l'économie est perturbée et même l'inflation peut être importée. Dans ce cas, comme je l'ai dit tantôt, il est important que le Parlement aille à la rescousse du gouvernement en dotant le gouvernement de l'espace d'instruments nécessaires pour justement atténuer les effets de la cherté de la vie ou de l'inflation. Des amis à côté ici ont carrément dénié même au Parlement sa capacité à aider le gouvernement en situation difficile. Si le gouvernement de notre pays a pu faire ce qu'il a fait en contrôlant les prix, notamment en gérant la hausse d'un certain nombre de prix de produits de grande consommation, c'est parce qu'il y a eu une loi sur la concurrence. Et comme le disons au niveau du Bloc républicain, cette loi n'intègre pas suffisamment de façon exhaustive l'ensemble des prix qui sont présents dans le panier de la ménagère. C'est pour ça, au niveau du Bloc républicain, nous allons fortement encourager la prise d'une loi de protection du pouvoir d'achat du consommateur de manière justement à intégrer un certain nombre de prix
qui jusqu'aujourd'hui, en situation de crise, échappent au contrôle du gouvernement. Et j'ai rappelé par exemple les prix du transport, j'ai cité les prix ou les droits de scolarité, les prix de loyer, qu'il est important pour le gouvernement de pouvoir contrôler en situation de crise. Pour revenir donc à la question qui est posée, c'est malheureux qu'à un moment donné, le Parlement soit amené à rejeter le projet de loi de finances. Mais c'est une prérogative constitutionnelle. Si le Parlement n'est pas suffisamment convaincu de la pertinence du projet proposé par le gouvernement et qu'à l'aune des débats, aussi bien en commission qu'en plénière au Parlement, aucune possibilité de prise en charge des amendements des députés ou des parlementaires n'est ouverte, et que le Parlement ou les parlementaires sont convaincus de leur position, je pense qu'ils ont totalement la liberté de faire usage de ce droit constitutionnel qu'ils ont. Et en la matière, la Constitution propose des différentes voies de sortie. Merci. Merci beaucoup. MPL, Gafar Ouradji, sur la même question. Merci beaucoup. J'abonde dans le même sens que mon prédécesseur en disant que on n'envoie pas un député à l'Assemblée nationale pour constituer un mécanisme de blocage du gouvernement. Si alors le constituant a prévu une disposition comme ça, c'est pour, en effet, régler un certain nombre de problèmes. Comme il le disait tout à l'heure, si le budget rencontre l'assentiment des parlementaires et que les mesures qui ont été initiées dans le document de loi de finances sont des mesures qui peuvent permettre à ce que les populations puissent se retrouver. Parce que l'objectif, en réalité, le but d'un député, c'est défendre le peuple souverain qui lui a donné mandat pour aller au Parlement. Donc si ces aspects sont véritablement pris en compte, je ne vois pas pourquoi le député devra bloquer le gouvernement. C'est une disposition constitutionnelle. Nous ferons en sorte qu'elle ne soit pas utilisée de façon abusive. Je vais m'arrêter là. Voilà. Les démocrates, Arias Léa, sur la même question. Je vous remercie. Mais avant d'aborder la question, j'aimerais revenir sur un fondamental qui est clé, un fondamental de façon claire et sincère. C'est-à-dire que nous avons appris que nous avons apporté le feu. Oui, le feu nous permettra de cuire le maïs, de cuire les haricots, de permettre aux gens de bien vivre. Et le feu est un symbole phare de la lumière. Quand la lumière jaillit, l'obscurité disparaît. Et c'est pour ça que nous avons choisi, dans cette obscurité où tout se fait en 4 minutes, vous n'êtes pas sans savoir, puisqu'on me donne encore l'opportunité d'aller sur ces détails. Tout se fait aujourd'hui en cachette. Les budgets, c'est en cachette. Et on nous a dit, on nous a construit un boulevard, on nous a fait des statues. Tout ça se fait en cachette. En cachette, là, il faut quand même un jour quelqu'un qui apporte la lumière pour dire, voilà ce qui s'est passé. Et il ne faudrait plus que ça continue comme ça. Donc nous sommes la réponse du peuple par rapport à l'oligarchie, à la bourgeoisie et au système de celui qui vit au palais et qui prend l'autre qui vit dans une chaumière comme un moins que rien. C'est cette réponse-là que nous apportons en disant tout le monde, tous les êtres humains d'un peuple sont égaux. C'est pour ça que nous avons apporté la lumière et je crois que le maïs est déjà cuit, il pourra manger à la sortie d'ici. Je voudrais aussi répondre à un camarade ici qui dit que ils ont apporté tellement de solutions à travers un bouquin qu'ils publient pour dire voilà leur réponse. Mais quelle réponse? De quelle réponse nous parlons? Vous servez le même chef. Vous publiez ou vous faites la propagande du même chef. Puis ce qui se fait, c'est du prêchi-prêcha. Le prêchi-prêcha, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement cette moralité qu'on veut faire véhiculer tout le temps et qui est ennuyeuse. Ça ne porte plus parce que les problèmes sont latents, se gangrènent chaque jour. Puis, ils sont allés loin. Ils sont allés loin là où je n'ai pas voulu qu'ils aillent parce que celui qui en parle, un grand responsable, un ancien syndicaliste pour qui j'ai beaucoup de respect et qui est allé au couvent aujourd'hui et qui gère un département
qu'on nous dit dans la rue, on a apporté des solutions de construction de routes, mais ils ont oublié un fait majeur que je tenais à rappeler à travers mon intervention. À l'avènement du président Patrice Talon, il est allé à la télé lui-même dire que le gouvernement qui l'a précédé a passé des marchés à hauteur de 1200 milliards. 1200 milliards, que ce n'était pas sérieux, qu'il fallait qu'il fasse d'autres priorités en accordant 1200 milliards, 400 milliards à d'autres secteurs. Et que ce n'était pas bien, que ce n'était pas joli, que ce n'était pas gentil, comment on peut faire des choses comme ça. Malheureusement, ils n'ont jamais fait le point dans leur réalisation des 1200 milliards que l'autre, des marchés des 1200 milliards que l'autre a passé avant de partir. Ils additionnent à tout ce qu'ils ont et aujourd'hui, ils sont en train d'avancer. J'aurais aimé que ce bouquin qu'ils ont réalisé aujourd'hui, qu'ils le transmettent au chef de l'État. C'est aussi simple qu'ils sont tout le temps avec le chef de l'État, ils travaillent pour le patron. Je trouve que ce n'était pas bien séant d'avoir une autre idée. Pour ce qui concerne le budget, comme vous l'avez dit, le Parlement a le droit, ou le député a le droit d'opiner par rapport au budget qui lui a été présenté. Les directives de ce budget, il pourra opiner et s'il trouve que ce n'est pas bien, que ce n'est pas bien séant, que ça ne répond pas aux exigences du moment, il rejette le budget. Et si le budget est rejeté, la Constitution même donne le pouvoir au gouverneur de voter par ordonnance. Puisqu'ils ont dit que dans un passé, c'est par ordonnance. L'ordonnance est meilleure. Parce que quand le Parlement rejette... Merci beaucoup. Est-ce que j'ai fini mon temps? Arias Léas, vous avez fini votre temps. Vous êtes à 12 minutes. Merci beaucoup. Je vous remercie. On va poursuivre avec les échanges et nous sommes avec le parti Moël Bénin sur la question du vote du budget général de l'État et cette prérogative qui est accordée aux députés de rejeter le budget. D'abord, rapidement, les 1200 milliards, je suis très content qu'ils soient revenus là-dessus. C'était des marchés sans financement. Donc, sans financement, je le mets au défi de prouver au peuple béninois que les 1200 milliards incantés en 2016 étaient basés sur des financements bouclés. Donc, je ne vais pas perdre mon temps pour dire ça, mais qui sortent des marchés. J'ai entendu le Bloc républicain parler de production. Qu'on a été premier producteur et que normalement, si la production devait diminuer l'inflation, que ça ne serait pas le cas. Non, la production est une chose, la consommation en est une autre. Dans l'assiette du Béninois lambda, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que c'est les céréales qui sont produits au Bénin qui se retrouvent dans l'assiette? La réponse est non. Donc, celui qui produit son céréale et qui est obligé, en vendant ces céréales, d'aller acheter des produits qui sont importés, il est obligé, bien que la production soit nationale, il est obligé de relever le prix. Donc, il ne faut pas prendre un pan du sujet et laisser l'autre. C'est pourquoi Moël Bénin parle de production de ce que nous consommons et en même temps, pas de consommation de ce que nous produisons. Si nous faisons en sorte que dans l'assiette du Béninois lambda se retrouvent nos productions, on n'aura pas l'inflation. L'ordonnance, moi je suis contre l'ordonnance. Et je le dis au peuple béninois. Et le fait de voter le budget par ordonnance, c'est une exploitation abusive par les chefs d'État que nous avons eu au Bénin. Une exploitation abusive de l'article, je crois que c'est l'article 66 de la Constitution qui parle des mesures exceptionnelles. Lorsqu'un budget n'a pas été voté à l'Assemblée dans le délai, la Constitution a prévu que le gouvernement mette en œuvre un 12e provisoire. Il n'y a jamais été question de dire que, bon, si le Parlement rejette un budget, il faut le mettre en exécution par ordonnance. Non, celui qui l'a dit et qui est d'un parti politique qui veut gouverner n'a pas appris à connaître notre Constitution. Lorsque vous déposez sur la table du Parlement un projet d'accord de prêt et que le Parlement rejette, l'article 66 ne vous permet pas de mettre en œuvre cet accord de prêt par ordonnance. Je ne voudrais pas épuiser tout mon temps, je vais revenir après. D'accord. Merci beaucoup à vous, Jacques Ayadji. À l'UDBN, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Brice, pour nous.
Permettez-moi de vous rappeler que le temps est une denrée très rare, sinon la denrée la plus rare. Car quand on le perd, on ne le rattrape pas. C'est au peuple de juger. Quand les gens ont 12 minutes et peuvent se permettre de l'épuiser à répondre à nos sujets, à ne pas rester dans l'esprit du débat, comprenez que cela ne mérite pas votre confiance, cher peuple. La gestion du temps est réservée aux professionnels. Pour ce qui concerne la question de prise d'ordonnance, de rejet de budget, l'UDBN veut régler ce problème d'abord en amont, en instaurant un échange régulier, voire permanent, d'informations avec le gouvernement, en tant que parti politique, pour animer la vie politique. L'UDBN veut être en contact permanent avec le gouvernement et discuter de certaines questions préalables, même au budget. Nous savons tout ce qui se met dans le budget. L'UDBN se veut partie du peuple et l'est déjà, et tout ce que le peuple désire, l'UDBN va le rapporter au gouvernement pour que le budget, quand ça viendra au Parlement, puisse être mieux décortiqué. Si le député rejette le budget c'est parce qu'il y a des incompris, c'est parce qu'il y a des zones d'ombre que le gouvernement doit normalement éclairer. Quand cela n'est pas fait, le budget sera rejeté parce que c'est constitutionnalisé et le peuple l'a donné ce pouvoir aux parlementaires pour le faire. Donc l'UDBN n'est pas contre le rejet du budget, mais préfère travailler avec le gouvernement, aux côtés du gouvernement, en amont, pour régler les problèmes, pour que ça ne vienne pas et être bloqué au Parlement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la FCBE, Prosper Adoukonou, oui, votre réponse à cette question? Merci beaucoup, mais je devrais rappeler aussi que le parti FCBE a son programme de législature aussi, intitulé « Parlement du peuple pour le peuple ». Ensuite, mon ami professeur a parlé de politique monétaire. La politique monétaire, le Bénin ne maîtrise pas sa politique monétaire, parce que le Bénin n'est pas le seul à utiliser le franc CFA. Donc, maîtriser une politique monétaire, c'est lorsqu'on est totalement indépendant et qu'on a sa monnaie propre. Ensuite, il faut dire que c'est une prérogative du Parlement que de rejeter un budget. Je sais que dans un budget, il y a 3 catégories de mesures. Il y a les mesures fiscales, les mesures d'accompagnement et les mesures sociales. Les mesures fiscales, c'est pour agir sur la fiscalité, diminuer ou augmenter, ou bien essayer de voir quel est le type d'impôt qu'il faut aménager pour essayer de contenter un peu les populations. Les mesures d'accompagnement, c'est pour consolider l'économie. Et les mesures d'accompagnement sont là pour voir s'il faut des réglages dans certains secteurs de l'économie. Les mesures sociales, c'est pour accompagner les populations les plus démunies, les populations qui n'ont pas grand moyen. Lorsque les députés analysent chacune de ces catégories de mesures et qu'ils constatent que le gouvernement ne fait pas des propositions à la mesure de la conjoncture économique, ils sont en droit de rejeter. Donc, le président a dit, vous ne pouvez pas être contre l'ordonnance, puisque c'est prévu par la Constitution. Quelque chose qui est prévu par la Constitution, un individu ne peut pas se lever et dire qu'il est contre. C'est le constitutionnaliste qui a jugé cela nécessaire. Donc, enfin, il faut dire que le contrôle de l'action gouvernementale, c'est l'une des prérogatives du Parlement et le Parlement est en droit de rejeter un budget à tout moment au gouvernement de prendre des mesures pour voir comment il va faire appliquer son budget. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Adoukonou. M. David Rouinsa, représentant l'Union progressiste Le Renouveau. Cette prérogative parlementaire de rejet de budget suivie donc de prise d'ordonnance par le chef de l'État pour son exécution, vous agrée-t-elle? Merci, Christian. Le rejet de budget de l'État est une prérogative de l'Assemblée nationale. Si le budget présenté
passe à l'analyse, à l'étude en commission et en plénière, il y a des observations, il y a des demandes de reprise auxquelles le gouvernement ne donne pas satisfaction, et que les échanges entre les deux pôles d'acteurs ne nous permettent pas d'avancer, le Parlement a la latitude donc de rejeter le budget. Mais ce qu'il convient de dire, j'estime que, en tant que futur parlementaire, il devrait avoir un dialogue constructif et positif entre le Parlement et le gouvernement pour qu'on évite ce genre de situation, parce qu'en réalité, il y a des inconvénients à la mise en œuvre d'un budget par ordonnance. Parce que dans un budget, il y a le budget général de l'État, le budget de fonctionnement, il y a le budget d'investissement. Et la mobilisation de ressources pour la partie investissement est assurée aussi bien par l'État que par les partenaires techniques et financiers. Et lorsque le budget doit être exécuté par ordonnance, ça ne permet pas aux bailleurs de fonds de se sentir en sécurité pour pouvoir apporter les ressources nécessaires à la mise en œuvre du budget. Donc, je crois qu'il y a des éléments, des aspects qui sont tels que l'on devrait essayer de trouver des solutions pour éviter la mise en œuvre d'un budget par ordonnance. Quatrième question donc, chers invités, pour ceux qui ont encore du temps. Selon vous, quel modèle économique faut-il pour le Bénin aujourd'hui? On commence par Alastair Alissator du Bloc républicain. Merci Henri. Il faut dire que la réponse à cette question a souvent donné l'objet de guerres d'école, a souvent fait l'objet de guerres d'école. Mais je voudrais rappeler brièvement que dans la pratique, nous avons un ensemble de modèles économiques, de modèles de développement qui cohabitent. Nous avons des modèles de développement d'industrialisation par substitution, le modèle de développement d'industrialisation par promotion des exportations, des modèles, par exemple, d'économie sociale du marché, ce que les pays comme l'Allemagne pratiquent, des modèles de libéralisme pur et dur, des modèles économiques interventionnistes et puis, disons, des modèles de développement durable qui font la conciliation entre les intérêts économiques, sociaux et environnementaux. Il faut dire que le meilleur modèle économique aujourd'hui pour notre pays est celui que propose le Bloc républicain. C'est un modèle qui s'inspire des valeurs du Bloc républicain, c'est-à-dire un parti libéral de droite et qui croit justement à la libre expression, à la libre entreprise, à la liberté donc de l'initiative privée, mais qui perçoit l'État dans un rôle régalien, au-delà de ce rôle régalien, donc de justice, sécurité et défense, mais l'État comme étant un agent régulateur, stabilisateur de l'économie qui participe à la promotion du bien-être social. À partir de ce moment, le Bloc républicain offre un équilibre entre le marché et l'État, donnant à chacun de ces agents, selon le principe de subsidiarité, le rôle ou lui affectant le rôle dans lequel il est le plus efficace. Voilà le modèle qui convient au Bénin. Je vous remercie. Gafarou Hadji du MPL, selon vous, quel est le modèle économique que le Bénin devrait adopter? Merci beaucoup Henri. À la lumière de tout ce qui est dit ici et tout ce que nous savons de l'exercice du pouvoir par nos actuels gouvernants, nous pensons que le modèle qui serait le plus adapté à notre pays sera un modèle socialiste où le peuple est au cœur de la politique, de toute politique. Le peuple est au cœur de l'initiative économique. Ce n'est que ce modèle qui permettra à ce que nous puissions nous retrouver en tant qu'individus, nous pouvons nous retrouver en tant que citoyens, nous puissions avoir la possibilité de dire que nous appartenons à un peuple, à une nation. Et ce n'est que ce modèle aussi qui permettrait à ce que nous puissions véritablement nous sentir libres de nos moyens et de disposer des ressources suffisantes pour pouvoir mettre en œuvre tout ce que nous avons comme projet. Si le gouvernement doit pouvoir nous écouter pendant que nous serons au Parlement, et je vous le raffirme que nous serons massivement au Parlement, le MPL, le parti du Balai, sera largement représenté au Parlement et à l'occasion, nous pourrons faire le débat pour pouvoir aider à contribuer à ce que nous puissions avoir un modèle économique qui satisfait tout le monde. Je vous remercie. Les démocrates n'ont plus de temps pour réagir. On passe à Jacques Ayadji, représentant de Mowel Bénin sur le plateau.
Le modèle économique que prône Moïse Bénin, c'est le patriotisme économique, qui consiste à avoir dans les assiettes du Béninois ce que nous produisons ici. Produire ce que nous consommons, consommer ce que nous produisons et accompagner cela par la préférence nationale. Ça, nous le disons depuis 2018. Nous n'arrêterons jamais de le dire. Mais je voulais dire à mon ami du FCBE que je n'ai jamais dit ici que je suis contre l'ordonnance. J'ai dit que je suis contre les ordonnances pour mettre en œuvre des budgets. Moi, je réponds aux questions. La Constitution a prévu ce qu'il faut faire lorsqu'un budget n'est pas voté dans les délais. C'est le 12e provisoire. Et puis, je remercie notre ami de l'UPR qui a dit, bon, il faut le dialogue pour que le budget, qui est un instrument de développement, ne soit pas imposé par le chef de l'État et le gouvernement. Merci. Brice Ponou, vous représentez l'UDBN. Quel est le modèle économique que vous jugez adapté au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Le modèle économique que l'UDBN souhaite promouvoir au sein du Bénin et amener le Parlement à légiférer pour porter ce modèle très haut, c'est un modèle économique qui met la femme et les jeunes au cœur du développement économique. C'est un modèle qui permet aux jeunes et aux femmes de participer réellement à l'essor économique du pays. C'est un modèle qui promet la consommation du local. C'est un modèle qui demande que toutes les ressources du Bénin soient industrialisées et exploitées pour son développement. Prosper Aroukonou, représentant du parti FCBE, le modèle économique que vous jugez adapté au Bénin, c'est lequel? Merci beaucoup. Aujourd'hui, le modèle économique béninois est basé sur les secteurs vitaux entre les mains d'un groupuscule d'individus. Ça, il ne faut pas ça pour le Bénin. Si nous voulons faire du libéralisme économique, il ne faut pas faire du capitalisme sauvage comme nous le faisons maintenant. Il faut mettre l'homme au centre du développement. Comme notre devise à nous, à FCBE, c'est l'homme au centre du développement, la social-démocratie, il faut un libéralisme à visage humain, où le social a quand même sa place dans l'économie béninoise. Je vous remercie. David Wensa de l'UP Le Renouveau, votre réaction? Merci. S'agissant du modèle économique, je dois dire à l'instar de mon collègue à l'instant que c'est une question d'école. Mais qu'on veuille ou non, toutes les analyses faites au niveau de toutes les grandes écoles amènent à une réalité très simple en matière de modèle économique. Et là, je le dis, je le répète. C'est quoi l'économie? L'économie est une étape du développement. On ne peut pas parler de l'économie en mettant de côté le développement. Et pour la création de richesses qui est au cœur de l'économie, c'est la nature du capital qui définit le modèle. Il y a donc 3 modèles. Les autres, ce sont des variantes. Le modèle libéral, dans lequel nous avons le capital privé et le capital public. Le modèle socialiste, où c'est l'État qui est exclusivement qui a le capital. Et le modèle communautariste, où les communautés peuvent avoir leur capital. De ce point de vue, nous avons accédé, au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, à des consensus essentiels pour l'organisation et la gestion de notre pays. Du point de vue de l'économie, nous avons adopté l'économie libérale. Du point de vue politique, nous avons adopté la démocratie pluraliste. Et je crois que ce qui se fait depuis jusqu'à présent, pour tous les gouvernements qui se sont succédés, c'est du libéralisme. Mon ami Alastair a parlé d'un projet qui est propre au BR. En réalité, c'est ce qui se fait maintenant. C'est le libéralisme. On peut avoir à faire des appréciations du libéralisme pur, du non social, ceci ou cela. C'est vrai, il y a des insuffisances, il y a à améliorer. Ce qui se fait maintenant est amélioré. Et nous pensons que le capital aujourd'hui qui produit dans notre pays, c'est aussi bien le capital privé que le capital d'État. Alors, si nous prenons les sociétés pour lesquelles il y a eu les dénationalisations, il y a eu les liquidations et autres, il n'y a que des ouvriers
et ont perdu leur emploi. Et ça, je crois que dans notre système, dans notre modèle économique que nous voulons, il doit y avoir des mesures pour alléger la situation des ouvriers et de ceux qui ont perdu leur emploi. Je donne un exemple concret. Alors, on pourrait envisager une compensation ou une indemnisation pour ceux qui ont perdu leur emploi à concurrence, par exemple, de 60% pendant un an. Et pendant cette période, on essaie de renforcer les capacités de ceux qui ont perdu leur emploi pour leur permettre d'être employés dans d'autres secteurs où ils ont des aptitudes. Ça se fait dans les pays, dans les grands pays, où les gens ont pu accumuler et ont fait des réserves. Comme ça, on pourra faire en sorte que le taux de chômage soit réduit. Et je reviendrai tout à l'heure pour la question de l'employabilité. Le taux de chômage serait réduit et les questions d'aménagement du panier de la ménagère pourraient être résorbées par l'indemnisation qu'on va payer. Donc, le modèle économique en cours pour l'Union progressive, le renouveau, est un modèle libéral qui est conforme à ce que nous avons adopté, mais qui mérite d'être amélioré par ce que nous venons de dire. Merci. Merci beaucoup. Je pense que nous allons aborder à présent la toute dernière question. Nous allons commencer par le bloc républicain qui a encore 1 minute 10 secondes et nous parlons des attentes des populations, des propositions fortes venant donc de vos formations politiques pour leur bien-être à travers l'employabilité. Merci. Je voudrais saisir donc cette dernière minute pour rappeler quelques-unes de nos propositions contenues dans notre programme de législature. J'ai parlé tantôt de la loi sur le renforcement du pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui nous semble très important pour élargir la palette d'instruments du gouvernement en situation de crise. Ensuite, nous allons ajouter, nous proposons donc de travailler pour la prise d'une loi cadre sur l'évaluation des politiques publiques et la planification du développement afin justement de consolider les acquis de la gouvernance actuelle et d'éviter toute forme d'improvisation dans la gestion économique. Enfin, je voudrais dire que nous allons travailler pour promouvoir la prise d'une loi sur l'activation du fonds d'appui à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle. C'est pour cela que, chers compatriotes, au regard des débats que nous venons de faire ici, je voudrais vous inviter, puisque vous avez pu constater vous-même que le seul parti prêt à prendre en charge les défis économiques de la prochaine législature, c'est le Bloc républicain, a donc voté le 8 janvier, Bloc républicain. Voici ici. C'est bon, vous avez atteint les 12 minutes. Merci à vous, Alastair Alinsator. Oui, sur la question, nous sommes avec vous au niveau du MPL, Gafaro Radji. Vous avez 1 minute 44 secondes. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le peuple béninois et à travers lui, les militantes et militants du mouvement populaire de libération, à travers les signaux qui nous envoient des différentes localités du pays, de notre pays, nous montrent que le peuple béninois est véritablement prêt à opérer le changement, à changer de cap, comme nous le disons, depuis le début de cette campagne, le 8 janvier 2023. Et le choix qu'il faut est celui du balai. On connaît tous le rôle du balai. Faites donc en sorte, chère population, que notre Parlement soit véritablement nettoyé et balayé. Aux jeunes qui auront la possibilité de voter pour la première fois, je voudrais leur dire de ne pas se tromper de combat, de ne pas se tromper de cible. La cible est le balai. À Kizar, au Minassor. À ces jeunes dit, pour que nous puissions rompre avec la dictature, nous pouvons rompre avec la marginalisation, nous pouvons rompre avec le chômage, nous puissions également rompre avec l'exclusion économique et financière. En termes de mesures, nous pensons qu'il faut fondamentalement trouver un moyen de donner une allocation au chômage aux jeunes qui sont sans emploi. Cette allocation, nous la prévoyons la donner à travers un mécanisme qui est bien défini et qui permet à ce que, vous savez, la recherche de l'emploi est aussi un métier. Donc il faut quand même que le jeune qui est diplômé, qui est qualifié, ait la possibilité d'avoir un moyen qui lui permette d'aller chercher de l'emploi. Parfois, vous avez des jeunes qui veulent aller déposer les dossiers et n'ont pas l'argent des émigrants. Ils n'ont même pas l'argent de 100 francs pour acheter un forfait pour pouvoir envoyer leurs dossiers. À ces jeunes, nous pensons qu'il faut des moyens pour pouvoir les permettre de ce qu'ils puissent. Votre temps est totalement épuisé, Gafaro Radji du MPL Bénin. Les démocrates n'ont plus de temps depuis la troisième question. Eh bien, nous allons passer au parti Moël Bénin avec Jacques Ayadji. 44 secondes pour vous.
C'est le seul parti qui a une offre claire. Voter pour la vague bleue. Voter pour la vague bleue, c'est voter pour l'inclusion. Prendre en compte la diaspora au Bénin et faire en sorte qu'il y ait une loi programme sur 50, 100 ans basée sur la sécurité, la santé, l'éducation, l'agriculture et le transport. Voilà. Voter simplement, moi le Bénin c'est le numéro 1, c'est le choix de Dieu. Dieu a déjà fait ce choix et quand Dieu fait quelque chose, on se plie à la volonté de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Vous avez fini, vous reste encore quelques petites secondes. Écoutez, nous avons quand vous maîtrisez quelque chose et vous le dites simplement, et vous n'avez pas besoin de trop de temps pour le dire, donc j'offre mon temps peut-être aux démocrates pour pouvoir dire quelque chose de plus. Le temps est épuisé. Merci beaucoup à vous, Jacques Ayadji. Brice Konou de l'UDBN, vous êtes à 9 minutes 16 secondes. Vous avez la parole. Merci, monsieur le journaliste. J'aimerais dire au peuple béninois qui nous écoute, qui nous suit à présent, que l'UDBN est le seul parti sur les 7 en lice qui a un leader qui est une femme. Et le rôle de la femme dans un ménage, vous le savez. Parce que quand nous parlons d'économie, le noyau de l'économie, c'est le ménage. Et le ménage, c'est souvent géré par la femme. C'est elle qui sait comment utiliser les fonds pour satisfaire le mari, les enfants. Faites confiance à l'UDBN, qui est le symbole du maïs nourricier, qui a décidé de permettre au peuple béninois de ne plus avoir faim, de quitter la misère, et ce définitivement. Donc j'invite le peuple béninois tout entier à sortir de leur maison le 8 janvier pour porter leur voix au maïs nourricier, pour nous permettre d'atteindre le développement économique dont nous parlons ce jour. Merci à vous. Il vous reste encore un peu de temps? C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant au parti Force Corée pour un Bénin émergent avec vous, Prosper Adoukonou. Vous êtes à 8 minutes 34 secondes. Bon, je voudrais demander au peuple béninois de voter pour FCBE. Voter pour FCBE, c'est rompre avec un parlement monocolore. Un parlement qui n'a qu'une seule voix, qui ne contrôle pas l'action gouvernementale. Ce n'est pas possible. Il faut voter FCBE pour que la loi sur l'embauche soit complètement revue. Ce n'est pas possible que les licenciements se fassent à tour de bras dans un pays. Un parlement qui joue réellement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Donc voter FCBE, c'est remettre un peu le Bénin sur l'orbite internationale et que les gens ne nous regardent pas comme un pays de dictature. Il faut voter pour FCBE pour que le Parlement soit digne de ce nom. Je vous remercie. Merci à vous. Le reste de votre temps, vous le laissez. On continue et nous allons boucler avec David Wessa qui a moins de 2 minutes au niveau de l'UP Le Renouveau. Merci. Et en termes de propositions, nous disons que l'Union progressive Le Renouveau au Parlement va proposer des lois ou bien va supporter les lois que le gouvernement aura proposées et qui vont dans le sens de la consolidation de la démocratie, du renforcement de l'état de droit et de la transformation positive donc, du pays. Donc c'est dans ce sens que nous irons. Nous aurons 3 thématiques. Nous avons 3 thématiques que nous proposons. Relever les défis majeurs qui sont liés à l'insécurité, qui sont liés à la pression démographique, qui sont liés au changement climatique et qui sont liés à la pandémie de Covid, mais qui, à travers chaque secteur, va pouvoir faire en sorte que les populations aient accès aux services sociaux de base, qu'il s'agisse de l'éducation, de la formation, de l'emploi, de la santé, de la sécurité, l'eau, l'électricité, l'assainissement, ainsi de suite. Alors, nous aurons également aussi à proposer que l'économie soit essentiellement focalisée sur la production locale de façon à inverser la balance de paiement. Alors, mais de façon assez holistique, il y a 4 outils qui permettent à un gouvernement de gérer le pays. Vous avez 30 secondes. Alors, nous montrons ici le programme que nous avons, qui est en perspective
et qui va être finalisé et qui est basé sur trois piliers. Le capital humain, le développement du capital humain, la gouvernance et l'agro-industrie, l'industrie, le tourisme et les services. Merci. Merci beaucoup. Cher Christian Adam-Dedjans, chers invités, nous avons eu pour ce débat relatif aux législatives du 8 janvier 2023 7 représentants de partis politiques, Jacques Kayadi de Mowel Bénin, Alastair Alinsator du Bloc républicain, Gafarou Radji du MPL, Arias Leha du Parti Les Démocrates, Prosper Adoukonou du Parti FCBE, Brice Ponou de l'UDBN et David Wensa du Parti UP Le Renouveau. Voilà, merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, de votre attention. Bonne soirée. Législative du 8 janvier 2023. Le débat.